Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Et si oui, comment il faut faire? Si un mec qui veut se lancer, moi je peux juste donner un peu d'argent pour l'aider. Les gens s'imaginent qu'il faut être ultra diplômé, avoir suivi des formations. Pour moi, tout le monde devrait au moins une fois dans sa vie essayer d'être entrepreneur. Les gens les plus intelligents, c'est pas forcément ceux qui lancent des entreprises. Le gars qui a lancé McDo, il a lancé déjà à 50 ans. KFC, je pense c'est encore plus vieux. Tout ce que tu as fait à l'âge de 20 ans va avoir une importance capitale quand tu démarres ta boîte qui va marcher à 40, tu vois. Ça c'est puissant par contre. Ouais. Ça c'est très puissant parce que... Salut Rassem, ça va? Hello Anthony, très bien et toi? Ouais, ça va, merci. Cool. Je suis très content de te recevoir à cette deuxième émission de Business Class, l'émission dans laquelle on démystifie un petit peu tous les aspects business, de la création d'entreprise, de la vie d'une entreprise. Je suis content parce qu'on a tourné une première émission ensemble très rapidement il y a une semaine. On l'a postée avec Hugo sans trop réfléchir, sans trop prendre le temps de faire du montage, de l'habillage, juste pour voir les réactions des gens à chaud. Et il y a eu un accueil. Comment tu juges toi l'accueil? Bah écoute, très très bon début je pense. Mais c'est des thématiques tellement importantes que ça m'étonne pas que beaucoup de gens s'intéressent à ça. Et du coup voilà, ça nous motive pour continuer. Dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé est-ce qu'on peut revenir à la base des bases, c'est-à-dire la création d'entreprise qui est aussi le cœur de métier de Legal Place. Je rappelle, tu as créé Legal Place qui est aujourd'hui l'outil le plus utilisé en France pour créer des entreprises. Vous avez aidé 300 000 entreprises à peu près depuis 2017 à se lancer en France. Il y a un entrepreneur sur 10 aujourd'hui, grosso modo en France, qui se lance via Legal Place. Ce qui est énorme. Et justement, ça vous permet d'avoir une visibilité globale sur qu'est-ce qui fait qu'une entreprise marche, quels sont les profils des gens qui créent des entreprises, combien de temps on en vit, combien on peut faire pour la développer, pour marcher. Et c'est justement toutes ces infos-là, tout ce savoir-faire et ces techniques que tu partages dans tes shorts. Et donc aujourd'hui, le gros sujet, c'est la grande question. Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Et si oui, comment il faut faire? Écoute, très grosse question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se limitent en disant « je ne suis pas fait pour être entrepreneur ». On l'entend tout le temps, c'est un peu une des pensées limitantes les plus fortes, je trouve. Et d'ailleurs, on a parlé une fois des pensées limitantes, du fait qu'il y a deux types de gens, un état d'esprit de fixé, ouais. Et les gens qui ont un état d'esprit de croissance. Et ceux qui ont un truc fixé, c'est les gens qui disent « je ne suis pas bon en maths » et à vie vont penser ça, tu vois. Et même s'ils pourraient l'être, juste leur pensée va les limiter à ne jamais l'être. Et les autres qui vont plutôt se dire je suis pas bon en maths jusqu'aujourd'hui. Et après, si je m'y mets, ça va peut-être changer, tu vois. Et les entrepreneurs, c'est la même chose. Et il y a beaucoup de mythes sur est-ce que l'entrepreneur doit être hyper intelligent? Est-ce que l'entrepreneur, c'est un mec qui commence avec beaucoup d'argent de papa, maman, etc. Tu vois. Donc, est-ce qu'il faut avoir l'idée de génie? Mais ça, on va aborder tous ces sujets-là. Je veux juste revenir sur une statistique avant qu'on commence un peu la discussion. 66% des Français ont peur de créer leur entreprise. Ouais, c'est dingue. Une des raisons, je pense déjà, et c'est un peu notre métier, c'est le juridique et l'administratif. Parce que c'est vrai que en France, ça fait peur. Quand tu as toute la jungle administrative, et c'est notre raison d'être et pourquoi on existe, c'est vraiment de simplifier ça au max et que ça soit plus une barrière, ni en termes de prix pour lancer sa boîte, ni en termes de complexité. Donc il y a énormément de gens qui me demandent à chaque fois des questions juridiques avant de se lancer, alors que je suis là pour parler business, et ça me choque parce que je me dis, avant même d'avoir une idée ou de vouloir se lancer, ils se limitent en disant mais ouais, le juridique, comment je dois créer la boîte et tout. Les statuts, etc. Et nous, on a fait un truc exactement pour ce problème, pour que les gens ne repoussent plus leur projet, juste pour des questions très bêtes qui sont du juridique. Et donc, il y a des façons pour démarrer très simples, qui font que tu laisses ça pour après. Si tu vas changer la forme un jour, tu peux la changer. Mais il faut très vite se lancer, en fait, tu vois. Donc ça, c'est une des peurs. Par curiosité, ça coûte combien de créer sa société maintenant? Écoute, Legal Place à peu près. Avant Legal Place, ça devait coûter plus de 1 000 euros. C'était entre 1 000 et 5 000 selon qui tu allais voir. C'était des gens de luxe ou des gens pas luxe. Aujourd'hui, tu parles d'avocats ou de conseils juridiques? De tous les professionnels qui avaient des experts comptables. Enfin, il y a toujours les avocats, des juristes, plein des gestionnaires de patrimoine qui font ça aussi. Et après, maintenant, c'est chez Legal Place peut-être 100 et 150 euros. Sans les frais administratifs, tu dois rajouter 200 euros de plus. Et c'est aussi bas que ça pour le coût de lancement d'une boîte aujourd'hui. Donc, tu peux vraiment tester ton idée, même si tu as un boulot et que tu veux lancer un test à côté. D'ailleurs, tout le monde devrait un jour tester de monter une boîte. Pourquoi, d'après toi, tu penses que c'est important que tout le monde s'essaie à cet exercice? Parce que tu peux le faire à côté de ce que tu es en train de faire. Il n'y a rien qui t'empêche en fait d'avoir une structure à côté et tenter. Quand tu es salarié, tu dis? Ouais, quand tu es salarié, exactement. Il n'y a rien juridiquement qui t'empêche de faire ça.
Peut-être que tu vas découvrir via ça une passion pour quelque chose qui est complètement... Ça va t'ouvrir peut-être un monde, en fait. Et si c'est pas fait pour toi, tu vas t'en rendre compte et c'est très bien, tu vois. Tout le monde ne doit pas faire ça. Mais ça peut briser beaucoup de mythes dans ta tête que de lancer ça. Et dans tous les cas, tu vas apprendre un maximum de choses et ça va changer ta façon de voir le monde après, en fait. Toi, en tant qu'entrepreneur qui a créé plusieurs boîtes, qui a aujourd'hui créé Legal Place, qui est l'outil le plus utilisé pour créer des entreprises, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui ont un peu peur de se lancer? Qu'est-ce que c'est ton message ou ton conseil pour passer le cap? Quand tu es salarié, tu as une courbe de progression de tes revenus qui est linéaire un peu, tu vois. De temps en temps, tu as 2%, 3% d'augmentation, l'inflation. Si c'est ouf, c'est 7%. Quand tu es entrepreneur, tu vas décrocher un peu de la courbe de tes potes qui vont continuer à monter. Tu vas descendre un peu peut-être parce que tu seras au chômage ou autre. Et ensuite, tu vas rester pendant plusieurs années, tu es comme ça. Et ensuite, si ça marche, c'est là où tu vas exploser, tu vois. Donc, c'est une courbe complètement différente. Donc, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le risque que tu prends, de combien tu peux perdre, c'est très limité. Tu sais d'avance combien tu vas risquer, tu vois. Tu veux dire, ok, je vais mettre 10 000 euros plus 1 an ou 2 ans. De ta vie? De ta vie, ouais, de travail et de risque. Mais c'est un risque qui reste limité. Tu le sais d'avance combien tu vas perdre. Par contre, le gain que tu peux prendre de ce risque-là, il est illimité, lui. Tu ne sais pas. Ça peut être gigantesque, ça peut être 3 fois le risque. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans l'entrepreneuriat. C'est que vraiment, le gain en face, il est asymétrique avec combien tu... On va essayer d'illustrer ça. Mais il est asymétrique par rapport à combien tu vas perdre. Parce que tu le sais d'avance. Combien tu vas mettre en jeu même parce que combien tu mets en jeu, perdre, ouais. Tu mets en jeu 10 000 euros, 20 000 euros, mais derrière, tu peux récupérer 1 million, 2 millions. Et en fait, ce chiffre-là, il est très gros par rapport à ta mise initiale. C'est ça qui est intéressant fondamentalement dans l'entrepreneuriat, que tu ne retrouveras nulle part ailleurs en tant que salarié ou autre. Sauf si tu as des actions en tant que salarié. Nous, chez Legal Place, quasiment, beaucoup de gens chez nous ont des actions de Legal Place. Donc, on essaie de recréer ça pour être tous alignés, mais c'est très rare, les boîtes qui font ça. On a parlé de cette première peur qu'avaient les gens, parce qu'on parlait peut-être de phobie administrative, de peur du juridique. Donc ça, on peut se dire que à Legal Place, vous avez contribué à le réduire. Il y a d'autres leviers qui font que les gens ont peut-être peur de se lancer. Qu'est-ce que c'est, toi, hormis ce levier administratif, qu'est-ce que c'est la plus grande peur, crainte que les entrepreneurs te communiquent et que tu voudrais démystifier? Il y a un sujet qui revient beaucoup, c'est l'argent. Les gens pensent qu'il faut vraiment un capital important pour se lancer. C'est marrant, tu as deux groupes de gens. Tu as des gens qui ont zéro capital et se disent « Merde, comment je fais pour me lancer? Alors j'attends d'avoir du capital. » Et d'autres qui te disent « Qu'est-ce que je peux faire avec 70 000 euros ?» Et c'est marrant parce que c'est des blocages différents, en fait, tu vois. Il y en a un, il n'y a pas d'idée, et l'autre, qui n'a pas d'argent. Et en fait, les deux, c'est des faux blocages. Parce qu'en termes d'argent, il y a plein d'histoires de réussite incroyables qui ont commencé avec des budgets hyper bas. Et en général, quand ton père ou ta mère a réussi dans le business, ça ne veut pas du tout dire que toi, tu vas réussir dans le business. C'est même l'inverse, statistiquement, qui se passe. Je vois dans les exemples, ça me fait penser à une histoire dont on avait déjà parlé, sur des entreprises qui ont explosé sans avoir un budget énorme. Je pense à Red Bull, par exemple, en Angleterre. Ouais. Tu vois de quoi je parle, ouais. Ouais. Red Bull, c'est une histoire qui est complètement folle, sur laquelle on a parlé plusieurs fois et ça a choqué beaucoup de monde. Et en fait, un exemple sur comment ils ont fait pour régler le problème de l'argent, c'est les grosses marques comme Coca, etc. ont des budgets énormes. Ils peuvent faire du marketing quand ils lancent une nouvelle boisson. Red Bull commençait avec 0 budget. Donc, ils ont fait des techniques incroyables que Coca ne peut pas faire, en fait, parce que vu qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ne peuvent pas avoir cette créativité. Et donc, Red Bull, ils ont fait, par exemple, une technique qui est restée dans l'histoire, c'est ils voulaient cibler au début tous les gens qui allaient en boîte, parce que c'est une boisson énergisante. Donc, ces gens qui veulent aller jusqu'au bout de la nuit, en soirée. Exactement, ouais. Et du coup, pour faire en sorte que la marque soit perçue comme très connue, ils ont pris des bouteilles de Red Bull vides qu'ils ont écrasées en mode c'est usé, et ils les ont disposées dans toutes les poubelles autour des boîtes qu'ils ont sélectionnées à Londres. Et du coup, ça faisait en sorte, en faisant ça beaucoup, les gens, à chaque fois qu'ils sortent, quand ils perçoivent ces petits signaux, à un moment, ils commencent à penser que c'est une marque établie déjà. Donc, quand ils vont les avoir dans les rayons, ils vont pencher vers cette marque-là. Et c'est marrant parce qu'ils ont fait une succession d'idées comme ça, incroyablement créatives, sans budget, oui. Que Coca a mis, et c'est des choses que je connais de l'intérieur de Coca, se sont dit, ok, c'est un truc de fou, on va lancer notre boisson énergisante. Coca, je sais pas quoi à l'époque ça s'appelait.
Et ils ont mis des budgets énormes pour essayer de rattraper. Ils n'ont jamais jusqu'à aujourd'hui rattrapé la marque Red Bull sur l'énergisante, tu vois. Donc ça montre que tu as un avantage, t'as un inconvénient, c'est que tu n'as pas de budget. Mais en face des grosses marques, tu as tout le temps et toute la créativité, tu vois. Oui, ça, c'est l'exemple de guérilla marketing. Je pense d'ailleurs qu'on va faire un prochain épisode sur les techniques de marketing, avec ou sans budget, les techniques très créatives que tout le monde peut un peu dupliquer sur les activités. Pour en revenir justement à la création d'entreprise et au budget, toi, tu dis qu'on n'est pas forcé non plus d'avoir un gros capital de mise au départ, quoi. Ouais. C'est l'histoire aussi de Crocs, qui est une des vidéos qui a beaucoup tourné sur... ce qui a choqué, je pense, c'est que Crocs, c'est une marque qui a tellement eu peu de budget à déployer que ils ont découvert le concept des chaussures en résine, là, qui était hyper... des sabots, en résine, des sabots, là, qui étaient pas du tout pratiques. Mais très confortables. Ouais. Donc, ils ont eu une idée très simple, c'est de prendre ça et de mettre un petit, tu sais, le fil derrière. Une petite lanière, derrière. Petite lanière, exactement. Et donc, c'est des mecs, ils ont pris ça, ils ont commencé à le vendre dans un forum de je sais pas quoi, là, de vente de bateaux, je pense. Je crois que c'était ça, ouais. Pour les gens qui allaient en mer. Qui allaient en mer, exactement. Ils ont fait des salons nautiques. Voilà, c'était dans les salons nautiques, ils ont pris ce produit-là, ils ont commencé à le distribuer, les gens trouvaient ça hyper confortable. C'était le truc le plus moche qu'ils ont jamais vu, mais c'était très confortable et bam, l'idée a explosé. Et ce que je veux dire, c'est que c'est des mecs qui n'ont pas du tout eu de budget de départ, tu vois. C'était une idée très basique. Et donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut enlever de tête, c'est que un budget de départ, ça peut aider, mais ça peut aussi juste être une excuse pour dépenser mal cet argent, tu vois. Alors que quand tu n'as pas d'argent, c'est là où tu vas devoir déployer des trucs hyper créatifs. Donc tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour démarrer. Un point commun que j'entends beaucoup chez les entrepreneurs à succès, ou les entrepreneurs tout court, c'est justement l'idée d'itération, et de se jeter dans l'action. Et je crois comprendre que une des qualités que vous avez pu percevoir aussi chez Legal Place, chez les entrepreneurs qui se lancent, c'est que en fait, c'est des gens qui ne se posent pas trop de questions et qui sont plus dans l'action que dans la réflexion. Tu confirmes? Alors, est-ce qu'il faut prendre le temps de mûrir son idée avant de lancer sa boîte, ou au contraire, il faut se lancer et voir ce qui se passe? Les gens pensent que pour créer un business, il faut une idée révolutionnaire, tu vois. C'est souvent ça l'idée qu'on a de... Alors que Crocs, c'est pas révolutionnaire, c'est juste un sabot qui existait, ils ont juste rajouté une lanière. Ouais, exactement. Et en fait, quand tu regardes tous les business qui ont marché, qui ont explosé aujourd'hui, c'est jamais vraiment une idée révolutionnaire, c'est très très rare. C'est du premier coup, en tout cas du premier coup, ça n'existe pas la idée révolutionnaire. En général, c'est un business qui marche déjà, sur lequel c'est sûr qu'il y a de la demande, il y a beaucoup de clients, etc. C'est un vrai besoin, sur lequel tu vas itérer et améliorer. Par exemple, si tu prends Uber, c'est pas un truc révolutionnaire. Il y avait les taxis déjà qui existaient. Tout le monde utilisait les taxis, etc. Sauf que tu dois les arrêter dans la rue, les taxis. Donc eux, ils ont rajouté un petit truc qui a tout changé. C'est tu peux les contacter par app et ils viennent vers chez toi. Et donc même si tu es dans une zone où c'est dur d'arrêter un taxi dans la rue, il va venir vers chez toi. Ce petit changement-là, c'est une petite itération. Ils ont compris qu'il manquait un truc dans les taxis. Et bam, ça a fait Uber aujourd'hui. Il y a plus de gens qui prennent Uber que ce qu'on prenait en taxi avant. En fait, ils ont élargi le marché. C'est comme Netflix, aujourd'hui qui est énorme, mais à la base c'était la location de DVD par Netflix, ils ont commencé par... Alors à la base c'était la location tout court, comme toutes les boîtes de location de DVD, de cassettes. Ensuite, ils ont rajouté la livraison. Tu n'as plus besoin de venir et de ne pas rendre la cassette après, etc., d'avoir des pénalités. Donc là, c'est vraiment par correspondance. Et donc c'était une mini-itération, donc ça a fait Netflix. Et parce que les gens pensent que Netflix, c'est que la plateforme d'aujourd'hui, mais à la base, c'est hyper ancien comme boîte. Et ensuite, ils se sont dit, tant qu'on les envoie, maintenant, on peut même leur envoyer directement sur leur PC et tu fais un service de streaming et c'est Netflix qu'on connaît. Mais c'était un marché qui existait déjà et qui ont juste amélioré le truc, tu vois. Donc, c'est hyper important d'être très, très, très à l'écoute de ses clients quand tu démarres parce que l'idée n'est pas révolutionnaire, c'est pas un besoin. Par contre, il faut être intimement... il faut connaître intimement son client et ses besoins, en fait, tu vois, et ses problématiques et arriver avec des solutions qui peuvent être très très bêtes et très simples parfois, tu vois. Et ça, il y a un exemple qui m'a frappé, c'est pour vraiment illustrer à ceux qui nous écoutent, ça veut dire quoi comprendre ses clients profondément, tu vois. Moi, j'ai passé énormément de temps à essayer de comprendre nos clients pour voir qu'est-ce qui leur manque, etc. Et il y a une idée inspirante, c'est cette histoire de cocktails dans les bars. Tu sais, c'est le produit qui a le plus de marge des cocktails dans les bars. Oui. Parce que c'est hyper simple à faire, il n'y a pas de coût. Et c'est pricé, le prix est très cher. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y avait que des femmes qui commandaient ça, en fait, à la base.
Et donc ils se sont creusés la tête en disant mais pourquoi si les hommes les commandaient aussi, on se ferait beaucoup plus de marge. Donc ils ont creusé. Donc essayer de comprendre le client au max. Et un jour ils découvrent que en fait les hommes, leur seul truc, ils avaient une crainte, c'est que les verres parfois dans lesquels tu mets les cocktails, tu sais, ils changent, ça dépend beaucoup et c'est pas comme la bière ou le vin. Ils n'avaient pas l'air très virils parce qu'ils avaient peur qu'il arrive avec une petite rondelle, un petit parasol et qu'il ait l'air que ça soit badass, quoi. Il soit pas trop badass avec son cocktail. Ils avaient peur que ça. Et du coup, les mecs, qu'est-ce qu'ils ont répondu à ça? Petite innovation très basique. Ils ont rajouté des illustrations devant les noms sur les menus en fait, devant les noms des cocktails. Donc tu sais à l'avance quel type de verre tu vas avoir et tu prends celui qui est plus viril pour toi, tu vois. Et bam, explosion de vente des cocktails, donc marge énorme, etc. Donc ça c'est dès le début c'est comme ça en fait un business et tout au long du business tu restes en train de itérer et être proche de tes clients. Du marché et des clients. Ouais. Donc ceux qui n'ont pas des idées révolutionnaires tous les jours peuvent être entrepreneurs quand même. C'est ça le truc. Alors je prends un exemple très concret. Legal Place, quand vous avez créé, il existait déjà des outils pour créer en ligne sa société ou pas? Avant, nous, déjà, tu pouvais créer une société parce que tu avais plein de professionnels qui le faisaient. Donc nous, on n'a pas créé un nouveau marché qui n'existait pas. On a juste dit, c'est beaucoup de travail manuel de la part de ces professionnels-là. Si on automatisait une petite partie du truc, peut-être que ça ira plus vite, ça sera moins cher pour le client final. Et donc, ceux qui sont pressés ou ceux qui ne veulent pas payer 2 000 €, ils seront contents. On a commencé par des petites automatisations, ensuite on a rajouté encore plus, et c'est devenu le service d'aujourd'hui. Mais à la base, c'était vraiment comme faisaient les autres, mais avec quelques automatisations en plus, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, question vraiment de curiosité pure, est-ce qu'aujourd'hui, à côté de Legal Place, tu as créé d'autres entreprises, toi, pour d'autres business ou d'autres services que tu fais à côté? Alors, comme ça a bien marché, ça a pris énormément de mon temps, en fait, tu vois. Donc, c'était très dur. À chaque fois, on passait un nouveau seuil. Et donc, il fallait recruter beaucoup de monde. Aujourd'hui, on est 200. Et c'est vrai que gérer une société de 200 personnes, c'est beaucoup, beaucoup de travail. J'ai pas fait beaucoup de choses à côté, mais je fais des vidéos maintenant. On fait des vidéos ensemble. Donc, ça, c'est presque un projet de côté, même si c'est très lié à Legal Place, parce qu'on veut vraiment encourager un max de gens, les pousser, leur donner l'éducation qui leur manque pour se lancer, tu vois. Et un des trucs aussi qui, je pense, qui limite les gens, c'est on pense souvent que l'entrepreneur doit être un très bon commercial, tu vois. Donc si tu n'as jamais vendu, ou tu penses de toi-même que tu es un mauvais commercial parce que tu n'aimes pas ça, ben, beaucoup de gens se brident en disant non, mais c'est Bernard Tapie dans leur tête. C'est vraiment le mec vendeur, grande gueule, etc. Alors que moi, je connais tellement d'entrepreneurs qui sont pas du tout du même type que tu vois, plus introvertis, qui sont beaucoup plus introvertis, qui sont timides, qui sont parfois même c'est des geeks parfois, tu vois, et qui réussissent très bien parce que le commercial déjà c'est pas forcément toi, ça peut être d'autres. Et au début, tu peux te faire une éducation. C'est pour ça qu'on fait des vidéos. Oui, d'ailleurs, je vous encourage tout le monde à voir notre première vidéo sur les techniques de vente. Après, on va en faire d'autres. On va en faire d'autres parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas abordés. C'est pour ça qu'elle a beaucoup marché aussi, parce que je pense qu'on a réussi à montrer aux gens que tu pouvais le faire même si tu n'as jamais fait de vente. Et en général, les entrepreneurs, ce n'est pas des vendeurs qui deviennent entrepreneurs. C'est des gens qui sont très spécialisés dans un truc. Ils ont détecté un besoin et ils vont apprendre un peu la vente et le marketing à côté. Tu vois. Mais ce n'est pas des mecs du marketing. Et du coup, nous, tout le but, c'est qu'on leur donne un peu ces outils-là, via ce qu'on fait en vidéo, pour qu'ils puissent sauter dans la piscine, tu vois. Et là, en fait, quand je te posais la question, je me demandais aussi, toi, en tant qu'entrepreneur, qui voit des points de friction ou des choses qui pourraient être améliorées, est-ce que régulièrement, ça t'arrive d'avoir la tête où tu vois dans la vie de tous les jours, tu dis « Ah, ça pourrait être amélioré, ça pourrait faire une boîte. Ah, ça, il y a un truc à créer. » Grave. Parfois, d'ailleurs, je me dis même, est-ce que je ne devrais pas juste poster ça quelque part et dire, voilà, si un mec qui veut se lancer, moi, je peux juste donner un peu d'argent pour l'aider et être associé avec lui indirectement. Et juste pour que les gens se lancent. Parce que tu peux pas, une fois que tu as un truc qui fonctionne, tu dois mettre 200% de l'énergie dessus parce que ça demande énormément de temps, tu vois. C'est pas des questions qu'on va évoquer dans nos vidéos sur comment recruter, etc. parce que ça concerne très très peu de gens. Les boîtes où tu as 50 ou 500 personnes, elles sont très 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 peu nombreuses par rapport à celles où tu es un ou deux. Donc on va se focaliser sur ce qui va aider les entrepreneurs qui sont 2 ou 3 dans la boîte max parce que c'est ça la grosse masse, tu vois. Mais à un moment, ça devient hyper prenant. Aujourd'hui, Legal Place, c'est environ 200 salariés, si je ne dis pas de bêtises. La plupart des entreprises que vous aidez à créer, justement, c'est plutôt des unipersonnels, c'est ça ? Beaucoup de gens pensent que c'est des startups qu'on aide.
Alors, beaucoup de startups parisiennes nous utilisent pour se lancer, ça c'est sûr, mais c'est une minorité. Oui. La majorité des entrepreneurs qui utilisent Legal Place, c'est la vraie économie en fait, tu vois, c'est unipersonnel ou pas. Ça peut être des freelances, ça peut être des gens, des artisans, donc ça c'est unipersonnel. Parfois c'est des boîtes d'artisans plusieurs, tu vois, des agences de marketing, des designers, et ça peut être aussi des commerces de proximité, ça peut être des restaurants. Donc en fait c'est très varié, ça représente vraiment l'économie réelle, quoi. Un des autres freins que j'ai identifié aussi dans le fait de créer son entreprise, c'est que les gens s'imaginent qu'il faut être ultra diplômé, avoir suivi des formations pour lancer une société. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les gens pensent qu'il faut avoir des diplômes pour ça. C'est parce qu'ils ont l'image du patron ou du grand patron, Ouais. peut-être. C'est peut-être pour ça, je sais pas. Parce que tu as déjà des écoles qu'on appelle des écoles de commerce. Et on a vrai. l'impression que c'est des écoles qui vont sortir des chefs d'entreprise, tu vois. Alors que c'est pas vraiment toujours le cas, en fait. Tu as beaucoup de gens qui n'ont pas du tout fait d'école de commerce. Et parce qu'il y a tout ce système de grandes écoles en France, etc. La réalité, c'est que la plupart des chefs d'entreprise PME qui ont très bien fonctionné, où tu as des patrons qui sont devenus très à l'aise financièrement, c'est pas du tout des profils grande école. Tu serais surpris à quel point c'est pas représentatif du tout en fait. Et parce que je pense une raison de ça, c'est que les gens les plus intelligents, c'est pas forcément ceux qui lancent des entreprises, parce que c'est très risqué. Et du Ah oui, coup, donc quand ils analysent les risques, ils ils disent cal- c'est un oui. peu chaud. parce qu'ils sont trop rationnels, tu vois. Donc ils vont se dire ouais, mais en fait, si je fais ça, si je reste dans mon salaire, je vais monter, je vais m'acheter ci, je vais prendre un crédit, etc. Et en fait, il faut un peu de folie pour se lancer. Donc eux, ils vont faire ce calcul-là, qui vaut ce qu'il vaut, et ils vont pas avoir le goût du risque, tu vois. Et donc il y a aussi un autre truc, c'est qu'ils surréfléchissent chaque action. Et donc ils vont analyser tous les pour et contre. Alors qu'en fait, les entrepreneurs, ça reste quand même des gens qui passent à l'action avant de trop réfléchir, tu vois. Sinon, tu fais rien. Tu vois, tu es obligé de passer à l'action. Le gars de Crocs, s'il avait trop réfléchi, il se serait dit, mais c'est très bête, sinon ça aurait marché. Si c'était une bonne idée, il y aurait quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. C'est une chaussure avec résine, quoi. C'est vraiment un truc basique. C'est vrai qu'on peut toujours trouver des raisons de ne pas se lancer, en fait. Ouais, il y en a toujours des très bonnes en plus. Et donc, quand tu as un mec intelligent qui veut procrastiner, tu sais, les mecs les plus tristes que je connaisse, c'est les mecs qui sont hyper intelligents, hyper ambitieux, mais à la fois qui n'arrivent pas à passer à l'action, tu vois, qui sont un peu procrastination, qui sont un peu fainéants, etc. Et qui ont peur aussi, bon, on peut avoir peur. Qui ont peur, ouais, exactement. Et donc, surréfléchir, il y a beaucoup qui sont comme ça, tu vois. Et alors que, en fait, c'est un métier où il faut vraiment se lancer sans trop réfléchir. Par exemple, on a parlé de l'exemple de Crocs. Mais en fait, il y a 36 000 exemples, en fait, tu vois. Le gars qui a lancé McDo, il a lancé déjà à 50 ans. Il arrive, il trouve un truc, deux frères qui s'appellent mes frères McDonald's, c'est pas lui. Oui. Et ils ont déjà un burger qui marche. Et qui était le moins cher de toute la région où il était. Et en fait, il n'a pas trop réfléchi. Il s'est dit, ces mecs-là, ils ont un truc de ouf, je vais essayer de le rendre beaucoup plus gros, je vais leur parler. Il aurait pu se dire, c'est bon, ils sont déjà dans le business, ils vont le faire tout seuls, je suis qui pour aller Ils ont inventé le truc et tout. Le mec, il a direct foncé, il est allé les voir, et c'est devenu McDonald's. Et eux, ils ont gardé leur petit burger de coin, en fait, ouais. Et ils ont rien du grand McDonald's. Donc, Ouais. C'est vrai, d'ailleurs, je vous encourage à regarder le film Le Fondateur, oui, avec Michael Keaton qui c'est raconte ça. incroyable, ouais. Et ça me fait penser à aussi une statistique que vous donnez souvent chez Legal Place dans ce que tu dis, c'est que le type qui a développé l'empire McDonald's, il a fait ça à 50 ans environ. C'était pas son premier business. Et c'est surtout ça, sur un point sur lequel je veux revenir, c'est que l'âge moyen des créateurs d'entreprises que tu vois, toi, c'est quoi chez Legal Place? C'est entre 30 et 45 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, l'âge moyen, c'est un piège parce que ça enlève la notion il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas dans la moyenne et qui lancent des boîtes et qui marchent, tu vois. Donc, des très jeunes et des très... ouais, exactement. Les très jeunes vont être mieux armés dans les nouvelles technologies, peut-être parce que ils comprennent mieux leur génération. Donc, ils savent quels sont les besoins de leur génération. Mais leur génération n'a pas un pouvoir d'achat très important. Donc, leur marché reste petit. Là où les plus vieux ont, eux, une connaissance de leur génération aussi, un réseau, de l'argent de côté parfois. Donc c'est vrai que ceux qui réussissent en général, c'est ceux qui démarrent après 40 ans. Ça, c'est la stat, tu vois. Parce qu'ils ont l'expérience. Parce qu'ils sont armés, en fait. Ils ont l'expérience, ils ont le réseau, ils ont compris un marché donné
que tu peux pas connaître si tu n'as pas bossé dedans, tu vois. Donc si tu as fait un stage dans ta vie et que c'est tout ce que tu sais de la vie, tu vas connaître que ta génération et qu'est-ce qu'elle fait, ses consommations, tu vois. Et donc la moyenne d'âge, elle est autour de 40, je pense. Mais tu as des exemples de mecs qui ont commencé à 50 Après, et qui ont explosé, comme McDo. KFC, je pense, c'est encore plus vieux, le mec qui l'a fait. Et tu as tous les exemples, en fait. Donc Vous avez plein de freelances qui commencent aussi très jeunes chez vous à créer leur boîte. Il y a des freelances qui commencent très jeunes et qui cartonnent et qui font que ça toute leur jeunesse, en fait. Tu vois, à un moment, peut-être qu'ils vont changer, mais ils arrivent à construire toute leur carrière sur ça. Toi d'ailleurs, ta première boîte, c'était du freelance et une agence de freelance. Tu avais quel âge environ quand tu l'as créée? J'avais entre 19 et 20 ans, j'étais étudiant. Donc je maîtrisais la tech à l'époque. Je savais qu'il y avait un besoin de ça. Et c'était des technologies très nouvelles où tu n'avais pas vraiment encore beaucoup de gens de 35 ans qui la maîtrisaient. Donc en fait, j'arrivais avec des choses qui n'étaient pas hyper disponibles sur le marché. Et parce que j'étais jeune, j'étais un peu à la pointe à l'époque. Et ça a marché, mais s'il n'y a pas d'âge en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il y a la limite de je suis trop vieux, je ne peux pas me lancer, c'est fini. Par contre, il y a un truc important à dire ici, c'est que souvent les mecs qui commencent à 40 ont déjà fait des choses avant. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que tout le monde devrait essayer. Parce qu'il y a une accumulation, tu vois, il y a un effet un effet d'accumulation, de compound, comme on dit en anglais, où en gros, tout ce que tu as fait à l'âge de 20 ans va avoir une importance capitale quand tu démarres ta boîte qui va marcher à 40, tu vois. C'est d'ailleurs ça, je suis très content que tu reviennes dessus parce que c'est quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure. Tu as dit les salariés, ils ont peur de créer leur entreprise parce que si ça ne marche pas, après, ils ont perdu. Mais en fait, non. Ce que vous voyez, vous, c'est que c'est toujours des expériences qui sont hyper bénéfiques à long terme. C'est-à-dire que même si tu crées ta boîte et qu'elle se plante, en fait, c'est juste financier ou une expérience. Mais par contre, l'expérience que tu acquiers, elle est inestimable, elle va te resservir plus tard. En fait, toutes les actions que tu fais à 20 ans, ils ont un effet cumulatif monstrueux dont tu vas tirer les profits à 30, 40, etc. Mais ça, c'est très dur à voir parce que souvent, on raconte les histoires des succès que McDo, il a commencé à 50 et McDo a explosé. Comme s'il dormait avant 50, tu vois, il faisait autre chose. Mais en fait, c'est des gens qui ont lancé beaucoup d'initiatives avant. Moi, par exemple, personnellement, la boîte que j'ai montée entre 19 et 20 ans, là, grâce à elle, j'ai eu un de mes associés dans Legal Place, je l'ai rencontré grâce à cette époque-là. Le premier investisseur de Legal Place vient aussi d'un contact à moi que j'ai eu parce que j'avais fait cette boîte à l'époque. Donc, c'est des piliers dans ma boîte aujourd'hui, tu vois, que j'aurais pas eu si j'avais pas fait Alors moi, c'était une obligation à l'époque, j'avais pas d'argent, je devais bosser pour payer mes études. Mais l'accumulation, elle a eu lieu des années après, en fait. Tu vois, quand j'ai lancé Legal Place, c'était peut-être 5, 6, 7 ans après. Et tout ça, ça s'est accumulé. C'est comme l'effet d'intérêt composé, tu vois. Comme le truc de si tu mets 4 000 € à l'âge de 20 ans sur un indice qui fait 10-12% annuel, à 68 ans, ça fait 1 million. C'est très bizarre de penser que 4 000 devient 1 million, mais c'est parce que tu l'as fait très, 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 très tôt, à l'âge de 20 ans, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on dit tout le monde doit essayer. Parce que ce que tu fais maintenant, tu sais même pas comment un jour ça va t'aider, en fait, tu vois. C'est comme le proverbe sportif qui dit c'est pas je gagne, je perds, c'est soit je gagne, soit j'apprends quelque chose. Ouais, exact. J'accumule l'expérience. Que un jour va marcher pour moi et que je vais utiliser, tu vois. Donc, pour faire un récap, l'administratif, ça ne doit pas être un frein. Ça, on bosse dessus. Ça, c'est notre truc. Les diplômes, ça ne doit pas être un frein. Par contre, il faut être dans l'action, connaître son marché et connaître ses utilisateurs. Ouais, il faut foncer, pas trop surréfléchir. Surtout ceux qui sont très intelligents, c'est vraiment un défaut énorme. Moi, j'ai énormément de camarades de promotion quand j'étais en grande école qui sont vraiment supérieurement intelligents, quoi. J'étais impressionné. Mais qui n'ont jamais rien lancé, en fait, tu vois. Et ils pourraient vraiment... C'est bien, c'est de la concurrence en moins. mais c'est chaud quand même, tu vois. Donc ouais, et il ne faut pas se bloquer aussi sur l'argent. Je dois avoir un capital de départ, sinon je ne peux pas lancer. C'est des excuses, en fait, tu vois. Et voilà, les gens très ambitieux mais fainéants, c'est les pires, quoi. C'est les plus tristes. Donc il faut vraiment être dans l'action. En fait, le message, au final, c'est lance-toi sans trop réfléchir, même si tu as un boulot à côté. Surtout si tu as un boulot à côté, même. Surtout si tu as un boulot à côté, tu n'as aucun risque. Tu vas découvrir énormément de trucs. Tu n'as pas besoin d'être financier, tu n'as pas besoin d'être juriste, tu n'as pas besoin d'être marketeur ou commercial. Juste lance-toi. Tu prends un risque très limité.
Et après, tu vas ouvrir des portes que tu n'as pas soupçonnées, quoi. Ces derniers temps, quand on parle d'entrepreneurs, il y a des émissions télé, il y a des livres et des entrepreneurs qui ont popularisé une image de quelqu'un avec une routine de ouf qui doit se lever le matin à 6 heures, faire 2 heures de méditation et de yoga, C'est clair. manger bio et tout faire dans un fichier Excel. qui est Miracle hyper simple. Morning. Exactement. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes aussi? Est-ce que c'est quelque chose ou parce que moi, c'est pas du tout mon hygiène de vie? Et je pense qu'il n'y a aucun des entrepreneurs que je connais, moi, qui sont à succès, qui sont très gros, qui font Tu veux dire vraiment... gros au niveau qu'une mauvaise hygiène de vie, c'est ça? Peut-être qu'ils sont aussi gros physiquement, je sais pas, mais non, qui sont fit comme tout le monde, tu vois, mais Ouais. pas... J'en connais aucun qui a vraiment une routine comme ça, tu vois. C'est vraiment beaucoup de mythes. Tu sais, les gens aiment bien faire du buzz sur des choses impressionnantes dans ce qu'ils font et ils inventent des mythes. Mais en réalité, je pense que le plus important, c'est de dormir bien, quoi, tu vois. C'est pas de se réveiller à 5 heures fatigué pour juste faire une méditation qui va... Et aussi, c'est pas de bosser 100 heures par semaine, tu vois. Il y a tout ce mythe aussi de bosser des heures indécentes par semaine. Mais à la fin, c'est quoi l'énergie qui te reste, en fait, tu vois. Et Jeff Bezos le dit, j'ai je sais pas, 5-6 décisions hyper importantes à prendre dans une journée. Il faut que je sois le plus frais possible pour les prendre, ces décisions-là. Et donc, je dois dormir 8 heures, tu vois. Moi, c'est 8 heures, lui, c'est 9 heures, lui, c'est 7 heures. Et il faut être frais. Est-ce que tu es frais parce que tu dors bien, parce que tu fais un peu de sport? Chacun a tu vois, ses techniques. Mais je pense Parce que... que tu manges du quinoa. Ouais, tu peux manger du quinoa, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas de... C'est pas le rituel qui te rend bon, en fait, tu vois. Après, il y a des rituels dans le boulot, tu vois. Il y a des rituels, on en parlera peut-être une autre fois, c'est comment arriver à être... Concentré. Ouais, comment arriver au niveau du deep work, ce qu'on appelle le Voilà. deep work. Toi et Hugo m'avez fait découvrir le deep work et Ouais. maintenant je suis addict. Mais ça, Je c'est- me suis créé mon petit rituel justement quand je sais que j'ai des gros batchs de travail à faire pour me couper. Ça, c'est puissant, concentrer. par contre. Ouais. Ça, c'est très puissant parce que... On appelle ça ici le time boxing. J'ai une collègue qui travaille Ouais. qui s'appelle Myriam qui pratique le time boxing, c'est pareil. On coupe tout et on. Exact. Parce qu'il Ça, ne faut c'est pas juste- se mentir aussi, parce que moi je te coupe, mais Vas-y. on va pas mentir, il faut quand même beaucoup travailler quand on est entrepreneur. Il n'y a pas non plus Oui. ce mythe de la réussite qui arrive du jour au lendemain. Non, il qui n'y a est pas aussi véhiculé sur les de... Je réseaux bosse sociaux. 4 heures par jour ou par semaine. Tu sais, il y Ouais. avait un Tim livre Ferriss. comme- Ouais, exactement. Et lui, c'est marrant parce que Tim Ferriss a fait un livre qui s'appelle Devenir riche en bossant 4 heures par semaine, je sais pas quoi. Alors que c'est un des mecs qui bosse le plus. Donc c'est complètement... C'est du marketing. Mais par contre, c'est ce qui est sûr et ce qui est incroyable, c'est que dans une journée, c'est vrai que tu as peut-être 7 heures de boulot, mais tu fais la majorité de ton travail en 2 heures seulement. Tout le reste du temps, tu es en train de scroller, tu es en train de parler, tu es en train de perdre un peu de temps parce que tu dois te reposer, tu vois. Et même si tu veux te forcer, tu vas rien faire. Et donc, c'est comment, dans les 2 heures les plus productives de ta journée, tu arrives vraiment à les avoir, ces 2 heures de qualité. Et c'est vrai qu'il y a des techniques pour rentrer dans le deep work. Et le deep work, c'est un truc où tu vas rentrer tellement profond que tu vas vraiment réaliser tout ce que tu devais faire en 30 minutes, 40 minutes. Et il faut l'atteindre, cet état-là. Pour l'atteindre, il y a plein de trucs. On a fait des vidéos dessus, on mettra des liens. Mais c'est vrai que ça, c'est un art. Ok. Surtout avec téléphone d'aujourd'hui, où tu es coupé toutes les 30 secondes. Et à chaque fois qu'un truc te coupe, tu dois au moins avoir 15 minutes ou 20 minutes pour te replonger dans ce que tu faisais avant. Ton tu vois. cerveau récupère Ouais. la concentration, C'est l'état une de perte concentration. gigantesque, tu vois. Donc, et parfois, il faut arriver à 30 minutes de concentration pour finir, pour trouver, en fait, pour trouver l'idée la plus importante de la journée. Tu peux pas faire 25 minutes et ensuite 5 minutes après. Ça doit être 30 minutes connectées, en fait, tu vois. Et si tu fais 5 par-ci, 10 par-là, etc., jamais tu vas arriver au résultat. Il faut vraiment... C'est la 30e minute. Et donc, il faut atteindre la 30e minute. Et ensuite, ça c'est des trucs qu'il faut développer. Oui, c'est justement pour ça que iOS d'Apple a introduit des modes de concentration Ouais, parce que c'est un besoin. qui est hyper fort. Et d'ailleurs, en parlant d'innovation technologique, justement, vous, chez Legal Place, régulièrement, vous faites des itérations du produit pour aider les entrepreneurs à plus facilement créer leur entreprise, gérer leur compta. C'est vrai. Est-ce que tu as justement, toi, des actus ou des nouveautés dont tu peux parler? Ouais, écoute, il y a un des produits sur lequel on a beaucoup bossé dernièrement, c'est d'offrir un service de compte pro à nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu crées une boîte chez Legal Place, tu n'as même plus besoin d'aller ouvrir un compte bancaire dans une banque traditionnelle. Parce que ça aussi, c'était un peu laborieux. Tu dois créer la boîte, mais en même temps ouvrir un compte avec un rendez-vous avec le banquier et tout. Et nous, en fait, on a beaucoup travaillé pour que quand tu es en train de créer la boîte en cliquant sur suivant et en remplissant, on te donne un IBAN et tu mets ton capital dedans.
sans ouvrir de compte bancaire. D'accord. Et après, tu reçois une carte de crédit Legal Place et tu as une application compte pro qui gère tout. Tes virements, tes transactions, tes prélèvements, ta carte de crédit. Et donc, on supprime encore plus une barrière pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, et une grosse partie des mecs qui créent une boîte chez nous utilisent notre compte pro. Donc, c'est une seule interface, une interface dans laquelle tu retrouves tout. Exactement. Tu as une seule interface où tu as le légal, le comptable et la partie compte pro. Et donc ça, en simplification, on a vraiment atteint un nouveau niveau. Et je pense que d'ici fin d'année, on travaille sur un truc très en rupture cette fois-ci, c'est la création instantanée de la boîte. Parce qu'en France, tu sais, tu as des jours et des jours d'attente, même quand tu passes par nous. Et on essaie, c'est beaucoup de développement technique, d'arriver en France un jour où tu peux créer instantanément ta boîte. Ça serait une première. Est-ce que ça existe dans des pays à l'étranger, le fait de pouvoir créer sa boîte instantanément ? Ça existe dans des pays qui sont très modernes parce qu'ils n'ont pas une très longue histoire d'administrative et tout, comme genre Lituanie. Je sais même pas si c'est vraiment instantané, tu vois. Nous, ça sera vraiment... Mais c'est peut-être 2 heures ou 3 heures, donc c'est déjà énorme, tu vois. L'Angleterre aussi, je pense que c'est quelques heures pour créer ta boîte. Mais pas dans les pays... Les gros pays d'Europe, ça n'existe pas. En Allemagne, Italie, Espagne, t'as pas ça, en fait. Donc c'est des pays un peu... Peut-être, je sais pas, à Singapour, à Dubaï, t'as des trucs... Même pas, je pense pas. Ok. Donc ça, d'ici la fin de l'année, normalement. Yes. Touche du bois. Écoute, ça sera en 2025. Merci. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets dans la prochaine émission. S'il y a des questions que vous voulez nous poser. Et puis voilà. Ouais, c'était très cool. Merci. Et puis à la prochaine pour Business Class. Yes. À la prochaine, Anthony. À la prochaine, c'est merci. Anthony Chélan.